Bonjour et bienvenue à cette émission. Mon invité cette semaine, c'est un ami. Je vous le présente avec joie, André Genet, ancien curé, mais toujours prêtre. Curé à la retraite, dirait Gérard, oui. Mais pas prêtre à la retraite. Exact, c'est ça, oui. André, qu'est-ce que ça fait un prêtre à la retraite? Un curé à la retraite? Ça dépend, ça dépend comment on l'a préparé. On peut être à ne rien faire, comme on peut en faire beaucoup. Hein. Alors, dans mon cas, je dirais que je suis à la moitié, à la mi-retraite, dans le sens que j'ai du temps pour moi. Oui. Mais je n'ai pas de responsabilité pastorale, de paroisse ou autre chose. Alors, de responsabilité déterminée semaine après semaine, mais que tu restes quand même collaborateur? Oui, je suis collaborateur dans les paroisses dans le secteur de Velluéville, le secteur de Princeville. C'est ça. Avec le curé Gilles Bédard, qui a 8 anciennes paroisses, 8 églises. Oui. 8 communautés. 8 communautés. Alors, je me promène dans les 8 communautés, 2 par dimanche. Alors, sur un mois, je fais le tour des communautés, puis chaque mois, je reprends la même tournée. C'est quand même un vaste territoire, oui, hein? Oui. Vous partez de Saint-Samuel jusqu'à Sainte-Hélène. Saint-Samuel jusqu'à Sainte-Hélène, dans les montagnes. C'est ça, jusqu'à la Transcanadienne de Velluéville, Saint-Louis-de-Blanford. Mais des communautés que j'ai connues aussi, alors je me retrouve un peu chez nous. Tu connaissais déjà ces gens-là? Et comme je dis aussi, le dimanche, j'aurais eu l'habitude d'aller à la messe aussi. Hein? Alors, tout aussi bien d'y aller avec des communautés que je connais. Puis, ça me fait vivre beaucoup. Hein? Oui. Tu présides encore des Eucharisties tous les dimanches. À tous les dimanches, je fais 2 communautés. Et le samedi, j'en fais une ou 2 par mois. À tous les 2 samedis. Tu restes impliqué, mais tu nous manques. On ne te voit plus, nous, à Victoriaville. J'ai eu l'idée de t'inviter pour te rendre présent. Je suis certaine qu'il y a des téléspectateurs, on va voir que je suis encore vivant. Des téléspectatrices qui doivent être heureuses de te revoir, heureux. Et pourtant, je suis encore impliqué à Victoriaville, sur semaine, dans certains groupes, entre autres dans la Saint-Vincent-de-Paul, aussi avec le mouvement Zéléos. Ah oui? Avec les jeunes? Oui, un mouvement de pastoral jeunesse. Alors, j'ai du temps à m'occuper, possiblement. Tu dis que tu t'impliques dans la Saint-Vincent-de-Paul. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est l'objet de notre émission, surtout. Je voulais entendre ton témoignage, ton implication à la Saint-Vincent-de-Paul. Qu'est-ce qui te motive? Déjà, j'avais les pieds, là, du temps que j'étais curé, parce que une fois par mois, la Saint-Vincent-de-Paul a une réunion, et puis on m'invitait à venir comme curé à leur rencontre. Alors, à plusieurs reprises, je suis allé, et je me disais, à la retraite, c'est un groupe avec lequel j'aimerais travailler. Et alors, évidemment, quand je me suis offert... Il y avait de la place? Oui. J'ai été accueilli facilement. Hein. Alors, j'ai commencé à travailler avec eux autres. Tu travailles à la Saint-Vincent-de-Paul. C'est beau dans un CV. Ah oui! Dans un CV, ça? Oui. Oui, puis au début, j'ai été là plus pour remplacer lorsqu'il y avait des besoins. Et maintenant, je suis rendu à des remplacements à plus long terme. T'as ton poste? Pratiquement, oui. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Mais d'abord, parle-nous de l'histoire de la Saint-Vincent-de-Paul. Tu dis que tu étais déjà impliqué au CA. Ça doit être parce que c'est une œuvre qui te tient à cœur, que tu reconnais, qui te motive, qui t'interpelle. Comment? Moi, je trouve que c'est une belle œuvre à Victoriaville, mais elle existe depuis longtemps. La Saint-Vincent-de-Paul remonte aux années 1830. Ça a été fondé en France. OK. C'est international. Oui, c'est répandu là, maintenant dans tous les pays du monde, ou presque. Puis, ça a été fondé à Paris par un jeune étudiant de 20 ans, un étudiant universitaire, qui était catholique et avec
quelques jeunes, ils se sont demandé comment ils pourraient aider concrètement des pauvres. Alors, ils ont commencé simplement à aller visiter des gens, puis ils se sont organisés. Ils ont fini par fonder un mouvement qu'ils ont mis sous le patronage de Saint Vincent de Paul, qui est un prêtre français, qui est décédé, là, qui a vécu 2 siècles à peu près avant, oui. Fin de 1500, début 1600. OK. Alors, c'est un prêtre qui avait donné beaucoup pour les pauvres. C'était un peu leur patron. Ils l'ont choisi comme leur patron, quoi. Qui était ce fondateur? Le jeune étudiant, oui, il s'appelait Frédéric Ozanam. OK. Et avec d'autres jeunes, avec une religieuse en particulier, dont je ne me souviens pas le nom, qui a travaillé beaucoup avec eux. Et dans ce groupe, au départ, il y avait un jeune étudiant en médecine du Canada qui a connu ce mouvement-là. Et puis, lorsqu'il est revenu au Québec... après ses études, j'imagine? Après ses études, c'est ça. Okay. Hein, il a parti un groupe, la Saint-Vincent-de-Paul, à Québec. C'était le premier groupe au Canada dans les années 1840. Et c'était à la ville de Québec. Puis, il s'est installé à la basilique de Québec. Si aujourd'hui... La basilique cathédrale, pas Sainte-Anne-de-Beaupré, là. Oui, dans la ville. Alors, lorsqu'on visite la basilique, oui, dans le Vieux-Québec, quand on visite la basilique, on nous montre le local, la sacristie en arrière, le local où se trouvait au départ la Société Saint-Vincent-de-Paul. Ah, bon. Il y avait leur petit local. C'est le premier groupe qui a été au Canada. Et maintenant, c'est répandu. Il y a 800 groupes de Saint-Vincent-de-Paul dans le Canada. Oh! Et au Québec, à Victoriaville, c'est né comment? À Victoriaville, je n'ai pas pu trouver la date exacte, mais c'est probablement dans les années 1950 que ça a commencé. OK. Parce que le groupe de Victoriaville s'appelle la Conférence Saint-Alphonse. OK. Et c'est le nom de l'ancien curé de la paroisse Saint-Martyr, Monseigneur Alphonse Roux. Alors, c'est du temps de Monseigneur Roux que ça a commencé. Mais je me souviens que l'abbé Raymond Roy a travaillé beaucoup avec la Saint-Vincent-de-Paul. Après le départ de Raymond Roy, il y a un groupe de laïcs qui ont pris la relève de ça. Et c'est ce groupe-là encore aujourd'hui qui se continue. Parce qu'au départ, il faut dire que le mouvement a été fondé par un groupe de laïcs. C'est pas une communauté religieuse qui est à la base de ça. C'est des laïcs catholiques. Et c'est un mouvement catholique. De laïcs. Mais de laïcs, c'est ça. J'ai l'impression, l'intuition, c'était beaucoup de mettre au service des pauvres, parce que c'est une œuvre au service des pauvres. Oui. Puis on allait solliciter des gens mieux nantis, pas nécessairement des très riches, mais des gens mieux nantis. Puis on les mettait à contribution pour soutenir, accompagner, aider des moins chanceux, disons. Il y avait de l'aide matérielle. C'était ça l'intuition de départ, non? Oui, mais toutes les sortes de pauvreté. Hein. Par exemple, au départ, on visitait beaucoup les prisonniers. Ah bon? Les gens dans les prisons, les gens qui pouvaient avoir des pauvretés matérielles, mais d'autres types aussi, là. Alors, des personnes seules, des personnes âgées, des personnes qui ont besoin de soins à domicile. Maintenant, dans les groupes locaux, chacun est libre de choisir un peu les créneaux où ils vont agir. Les orientations. C'est ça, oui. OK. Ici, à Victoriaville, on a pris beaucoup le créneau de l'aide alimentaire. OK. C'est principalement ce que vous offrez comme aide, de l'aide alimentaire. Oui. Est-ce que vous donnez des... comment ça fonctionne, disons, là? J'ai un besoin, je peux appeler? Oui. Au téléphone? Oui. Le groupe? Je dirais d'abord que la Saint-Vincent-de-Paul est un organisme de dernier recours.
Ah, OK. Dans le sens qu'à Victo, il y a beaucoup d'organismes d'aide. Il y a la sécurité alimentaire, OK. il y a le restaurant populaire. Vous êtes il y a en le lien avec CLSC. ces gens-là? Oui, on travaille ensemble. OK. D'ailleurs, ces Ils organismes-là reconnaissent aussi vont nous référer à l'occasion des gens? des gens. Mais nous, on est, comme dit un de nos membres, là, on est la dernière porte au bout du corridor. Ah, OK, OK, Dans le sens que lorsque les autres organismes ne peuvent pas ou ont apporter. déjà donné, j'imagine, Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont déjà au courant puis qui ont déjà utilisé tout le Mais réseau. ce qui est propre à la Saint-Vincent-de-Paul, c'est qu'on est un organisme qui donne pour des besoins occasionnels. Ah bon? Alors, par exemple, la sécurité alimentaire va donner tous les mois de façon régulière. Alors, nous, on ne s'engage pas à aider quelqu'un. C'est ça. OK. On ne dira pas, bien là, vous pouvez à tous les 2 mois, 3 mois, si vous manquez d'argent pour la nourriture, vous vous appelez, on va vous aider. Okay. C'est lorsque quelqu'un vit une situation plus difficile et qui n'a pas de recours autre auprès des organismes, par exemple. OK. Alors, on fonctionne pour répondre à des besoins, des coups durs, des besoins vraiment ponctuels. Ponctuel, une fois de temps à autre. Oui. C'est pas systématique, c'est pas non plus récurrent. C'est une fois, 2 fois. Ça peut être quelques fois, là, mais les gens ne peuvent pas dire, bien, là, à chaque mois, quand j'aurai besoin, je vais me fier que la Saint-Vincent-de-Paul va m'aider. Vous êtes du dernier recours pour vrai. Oui, c'est ça. Ah, Alors, lorsque les gens ont des besoins, ils téléphonent à un numéro. Qu'on va mettre à l'écran. Oui. Et c'est l'avant-midi seulement que les gens peuvent téléphoner. Oui. Il y a des bénévoles qui sont à chaque jour disponibles pour recevoir les appels. OK. Dans les avant-midi. Et dans l'après-midi même, s'il y a 5 personnes qui ont appelé l'avant-midi, il y a 2 membres de la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui vont visiter ces 5 personnes à la maison. Toujours 2 par 2? Toujours 2 par 2. Et ça, c'est depuis les débuts de la Société en France. On a eu toujours cette habitude d'y aller 2 par 2. Cette habitude. Sans doute une question de sécurité, autant pour ceux qui sont visités que pour ceux qui visitent. Hein? Oui. Et c'est évangélique aussi. Ben oui. Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là aussi. Hein? Oui. Alors, 2 par 2, on va visiter les familles dans l'après-midi. Et vous leur apportez de la nourriture, vous leur apportez de l'écoute, de l'aide? Qu'est-ce comme... On va voir avec eux quels sont leurs besoins. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils vivent à ce moment-ci? Et la plupart du temps, c'est des besoins d'aide alimentaire. Oui. Alors, selon les besoins on évalue, on leur donne un coupon sur lequel il y a un montant d'argent. Et avec ce coupon, ils ont accès à 4 épiceries en ville. Ah bon? Alors, ils choisissent... Ils peuvent aller à l'épicerie de leur choix? De leur choix, mais ils choisissent sur place l'épicerie qu'ils veulent. Et ils vont à l'épicerie et ils arrivent à la caisse pour payer. Avec ce coupon-là, ils peuvent avoir... Est-ce qu'on peut acheter cigarettes et alcool avec ça? J'imagine que non. Hein? Alors, c'est bien indiqué sur le coupon. Plus que ça, là, même l'eau. Hein? Ah bon? Parce que de l'eau, on en a gratuitement. Puis on a de la bonne eau à Victoriaville. Alors, évidemment, la nourriture pour les animaux. OK. Les boissons... énergisantes, boissons. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, je comprends. C'est des besoins, c'est de la nourriture de base, là. Oui. Aussi parfois, besoin de meubles. Alors, on peut oui, on a une entente. Demander des meubles. Oui. On a une entente avec un organisme à Princeville qui s'appelle Horace. Eux, ils récupèrent les meubles, puis ils les vendent à bon prix, à bas prix. OK. Puis, avec l'organisme, on peut parfois fournir des meubles à des personnes. Puis les personnes assurent le transport. Oui, okay. C'est ça. Ça aussi, c'est une... À l'occasion aussi, on va aider des gens pour des médicaments, lorsqu'il y a vraiment une situation d'urgence, ça arrive, ça, là. Mais la majeure partie, disons 90 de l'aide qu'on apporte, c'est de l'aide alimentaire.
Qui sont les gens qui font appel à vous, André? Est-ce qu'il y a une personne, une clientèle en particulier, d'après ce que tu as vu depuis que tu es impliqué? Des familles monoparentales. Ah oui? Ah oui. C'est il y a des enfants. Frappant. Des femmes et des hommes. Ah oui? Souvent des hommes, c'est surprenant. Souvent des hommes font appel. Ils ont des enfants? Oui, ils ont la garde des enfants. Et ils ont les fins de mois sont difficiles. Les fins de mois sont difficiles ou souvent après une séparation. Ah. Des gens qui vivent la séparation, qui vont se retrouver dans un logement. Ça fragilise le budget. Hein? Ils arrivent dans le logement où ils n'ont rien, ils n'ont pas de meubles. Oui, c'est ça. Ils sont partis de la maison souvent rapidement, puis ils ont laissé tout ce qu'il y avait là. Alors, j'ai vu des situations où un père arrivait dans le logement, aucun meuble, rien. Avec des enfants. Oui. Alors là, il faut se mobiliser, puis il faut... tout est à trouver. Donner vraiment le nécessaire, avoir un frigidaire, un poêle. Oui. J'ai vu une dame aussi elle avait un logement qui lui fournissait le poêle frigidaire, la table, mais c'est tout ce qu'il y avait. Elle couchait à terre. Alors, on lui a fourni un lit. Des couvertures. C'est ça. Alors, beaucoup de familles... séparation. La séparation, brisées, ça fragilise le budget. Parce qu'on ne peut pas dire beaucoup parce qu'il n'y a pas d'emploi, hein? Non. À Victoriaville, comme au Québec actuellement, c'est une belle... Il y a de l'emploi, il n'y a pas beaucoup de chômage, mais ce n'est pas la principale cause pour moi de ce qu'on voit de pauvreté, là. C'est les familles... quand le couple se défait. Oui, c'est ça. C'est ça qui rend la famille la plus vulnérable temporairement. Oui. Il y a aussi des coups durs à cause de la maladie, à cause d'une perte d'emploi. Puis, entre les deux, avant de trouver l'autre emploi, il y a quelques semaines. Ensuite, tu commences à travailler, mais tu n'es pas payé la première semaine. Il y a parfois 3-4 semaines sans revenus. Et c'est là que les besoins arrivent et nous, on sentir. Oui, on est là. André, nous sommes dans la période du carême. Pour un chrétien, comment ça résonne, le partage? Je suis étonnée de te voir faire du bénévolat dans une organisation auprès des pauvres, mais en même temps, je ne suis pas surprise du tout parce que c'est viscéral pour un chrétien, l'aide aux plus pauvres, aux plus démunis. Quelle inspiration, quel est le motif de ton implication? Un chrétien qui n'a pas de pauvres dans sa vie, c'est pas un chrétien. Aïe, tu vas fort, là? Oui, on peut l'avoir occasionnellement, on peut l'avoir plus en permanence, mais un chrétien a nécessairement le cœur ouvert à quelqu'un dans la pauvreté. Se laisser dans une forme de misère ou d'autre. Alors pour moi, ça a toujours été, ça va toujours ensemble. Le chrétien, foi et pauvreté. Dans le temps du carême, on le vit d'une façon spéciale aussi, avec le jeûne et le partage. Le jeûne, c'est une façon de se priver, mais on ne se prive pas pour se priver, on se prive pour partager avec d'autres. C'est très beau, le lien, hein? La réponse du jeûne qu'on suggère, qu'on propose à l'occasion du carême, il n'est pas orienté sur soi, puis sur une façon, je dirais, il y en a qui pourraient penser qu'on jeûne pour s'auto-priver, ou bien pour s'auto-glorifier. Oui, comme les pharisiens. Oui. Mais ça sonner les cloches, regardez. Mais il y a une autre façon de voir le jeûne, c'est de dire, je me sers... le mettre au service des autres. Je me sers de ce dont j'ai de surplus, même de mon nécessaire, puis je le partage avec quelqu'un d'autre. Et Jésus nous dit clairement qu'à la fin de notre vie, il ne demandera pas si on est allé à la messe, si on a prié, si on a payé notre dîme. Il va demander, est-ce que tu as donné à manger à celui qui avait faim?
Est-ce que tu as nourri? Est-ce que tu as vêtu celui qui était nu? Est-ce que tu as visité le malade en prison? Alors, c'est cet évangile-là que tu as pris au mot, toi, là. Oui, mais la Saint-Vincent de Paul, c'est ce qui les ont inspirés aussi. Hein. Le cœur de cette... Ouais. Et ça va encore plus loin, parce qu'il dit, quand tu vas voir une personne dans la misère, c'est moi que tu vas voir. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est ça qui me fait vivre aussi, moi, quand je rencontre les gens. Je vais visiter Jésus, parce que c'est eux qui sont Jésus. Hein. C'est pas moi qui vais rendre présent Jésus, c'est le contraire, c'est eux qui sont Jésus pour moi. Que c'est beau ce que tu dis là. Alors, c'est ça. Il y a aussi le prophète Isaïe qui dit quand tu donnes à manger aux pauvres, donne de vêtements à celui qui est sans vêtements, visite quelqu'un qui est en prison, puis il dit ta lumière la lumière se lèvera sur toi. Et ça sera comme la lumière de midi. Hein? Oui, alors, c'est ça. la lumière, soyons sel et lumière, c'est ça. Être lumière, c'est être attentif aux besoins des autres, puis apporter un peu de réponse à ces besoins-là. Mais je retiens ta phrase, un chrétien qui n'a pas autour de lui des pauvres, il lui manque un visage de Jésus. Oui. Finalement, oui. C'est ça. Oui, parce que le visage de Dieu, il est concrètement, Dieu n'est pas invisible dans le ciel, il est présent, ici, puis il est visible à travers... En nous, autour de nous, et surtout dans l'assemblée célébrante, bien sûr, qui est là, oui. Mais dans le à travers pauvre, celui qui a faim, celui qui a soif. Il se rend présent différemment. Oui. As-tu une expérience particulière à nous raconter, un événement qui t'a touché particulièrement dans tes visites? Quelques-unes. Hein? Oui. Pour moi, ça me touche beaucoup quand je vois des gens qui vivent dans des logements incroyables, que ce soit ici à Victoriaville. Tu ne t'attendais pas à ça? Tu as été surpris? Oui. Des gens qui vivent dans des sous-sols, sans lumière, une fenêtre à peu près. Oui, c'est ça. Ou des petites chambres de rien. Hein? Et je me dis, moi, je ne vivrais pas une heure là. C'est ça. Ces gens-là sont là continuellement. C'est ce que je trouve le plus difficile pour moi, là. Et peut-être que là où on pourrait le plus agir, ce serait au niveau du logement. Donc, tu as des projets, tu as envie concrètement que tu portes des insatisfactions aussi? Oui, parce que c'est pas le niveau du travail présentement sur lequel on peut agir, parce qu'il y a de la disponibilité de l'emploi. Bon, agir sur les situations de famille divisées, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Alors, sur le logement, je pense que déjà, il y a quelque chose. La société de logement primodique, elle existe. HLM, l'organisation des HLM, ça existe. Alors, peut-être qu'il y aurait quelque chose à travailler encore plus, et peut-être plus aussi d'informer davantage les gens. Il y en a qui sont dans... J'ai vu une maison où, il y avait 2 étages, et il me disait qu'il pouvait payer 600-700 $ d'électricité par mois. Ah, c'est sûr. Parce que c'était une maison trop mal pas isolée. Ah oui, c'est ça. Hein? Et il me disait, ces gens-là, s'ils pouvaient avoir un logement à un prix... Décent, à un prix plus abordable. Ils seraient capables de vivre, de manger plus, ainsi de suite. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose qu'on pourrait... Je porte cette question-là. Ah oui, pour la suite de ton implication. Oui. Comment on peut offrir de l'aide à la Société Saint-Vincent-de-Paul, soutenir, accompagner? Il y a des dons, on peut faire des dons. On peut aussi alors, du côté des dons... S'il y a des gens qui aimeraient s'impliquer, ils peuvent? Oui. Vous prenez encore des bénévoles? Alors, comme je disais tantôt, les bénévoles, ils sont soit l'avant-midi pour recevoir les téléphones. Ça, c'est pas besoin de se déplacer. On fait ça à la maison. C'est un service assez simple qu'on peut rendre. Et l'après-midi, c'est 2 personnes par jour. Donc, on visite les gens du lundi au vendredi. Alors, on a
tout de suite 10 personnes qui sont là régulièrement. Mais une personne qui dit, moi, je serais prêt à faire des visites, bien, elle peut commencer avec un autre pour y aller à l'occasion avant de s'engager d'une façon régulière, par exemple. Alors, mais quelqu'un qui s'engage, bien, il choisit que toutes les semaines, par exemple, le mercredi après-midi... Vous avez besoin de pouvoir compter sur la personne. C'est ça. Mais quelqu'un peut les renseigner. J'imagine que les personnes qui répondent au téléphone l'avant-midi, elles peuvent fournir l'information pour se rendre, pour tous les services qui sont possibles de rendre. Puis quand, pour les bénévoles, aussi, pour les personnes qui voudraient... Qu'une autre façon d'aider, c'est de donner les articles ménagers, tout, à Horace, non? Non. Nous, on ne reçoit rien et on n'apporte rien en matériel. Non, mais... Alors, les gens qui veulent donner des meubles, par exemple, ou des... La personne qui répond au téléphone, elle peut les outiller, les guider dans ça? Oui, elle peut leur dire où ils peuvent aller. Et si la personne veut faire un don en argent, ce qui est possible aussi, bien là, on peut y aller par la paroisse. En leur mettant au presbytère de la paroisse. Au nom de la société. Ouais. Peut-être que ça serait l'occasion de dire qu'à la paroisse Saint-Christophe, ils reçoivent aussi des dons, mais ils ont leur propre organisme d'aide qui est différent de la Saint-Vincent-de-Paul. Très bien. Alors, si on veut donner du côté de Saint-Christophe, bien, c'est ça. C'est différent. Saint-Christophe, c'est une chose. Sainte-Victoire, c'est un autre groupe. Saint-Vincent-de-Paul, c'est le territoire de Victoriaville, incluant Saint-Christophe. D'accord. Eh bien, André, je te dis merci pour ta disponibilité. Je vois que tu rayonnes encore, même si tu n'es plus actif dans une cure. Tu n'es plus curé, mais tu es un prêtre bien impliqué au service de ton bien-aimé, j'oserais dire, de celui qui t'a fait vivre durant toutes ces années. Merci de ce rendez-vous. Merci de ton implication. Ça m'a fait plaisir de te revoir. À la semaine prochaine. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.